Jusqu'à présent, nous n'avons créé que 2 pages statiques dans lesquelles il y a un peu de texte et des boutons, pas plus. Bon, il est temps qu'on s'attaque un peu au cœur de notre application. Nous allons maintenant créer le mécanisme de partage de ressources d'apprentissage. Je te rappelle, l'idée de base, c'était de créer une application qui permet de partager des ressources d'apprentissage et de les organiser selon la difficulté. Pour comprendre ce que nous allons faire, nous allons nous intéresser au concept de la programmation orientée objet. La programmation objet est probablement le paradigme le plus utilisé dans l'industrie du logiciel. Il se base sur un concept assez simple, qui est une modélisation du monde réel sous forme d'objets qui ont des propriétés communes et qui interagissent entre eux via des actions. Prenons l'exemple le plus classique, celui des voitures. Les voitures ont des propriétés communes comme la marque, la couleur, et peuvent réaliser un ensemble d'actions comme démarrer, accélérer ou s'arrêter. Évidemment, toutes les voitures n'ont pas la même marque ni la même couleur. Certaines voitures peuvent réaliser certaines actions que d'autres ne peuvent pas. Et même pour la même action, comme par exemple l'accélération peut différer d'une voiture à une autre. La notion d'objet en programmation ne fait pas forcément référence à une entité physique. Si on prend l'exemple d'utilisateurs d'une application, ils sont également considérés des objets, c'est-à-dire ils ont des propriétés communes, comme par exemple le nom ou l'email, et peuvent réaliser un nombre d'actions comme se déplacer, se connecter, etc. Un objet peut avoir également parmi ses propriétés un autre objet. Un utilisateur peut avoir en propriété voiture, c'est-à-dire qu'il possède une voiture. Et les actions que réalise un objet peuvent affecter un autre objet. Un utilisateur peut démarrer un objet de type voiture, et ainsi de suite. Concrètement dans le code, ceci est schématisé de la manière suivante. Cette abstraction commune des objets s'appelle une classe, et les propriétés communes sont nommées des attributs. Les actions que peuvent réaliser ces objets-là sont appelées des méthodes. Par convention, les noms de classe démarrent toujours par une majuscule pour les distinguer des objets qui seront créés par la suite à partir de cette classe-là. Ces objets qu'on crée à partir d'une classe sont aussi appelés des instances de classe, ou tout simplement des instances. Dans notre cas, celui des voitures, on pourrait imaginer le nom de la classe car, les attributs seront brand et color, et également on peut imaginer 2 méthodes, start engine, qui écrirait tout simplement engine started, et une autre méthode, turn left, qui afficherait turn left. Et si on faisait un petit programme très simple pour illustrer le propos, je crée par exemple un objet de type voiture, que je vais nommer ma voiture, via une méthode new, qui est la méthode de création de nouveaux objets. À cet objet-là, je lui change la couleur et la marque. Donc je fais ma voiture.brand égale Peugeot, ma voiture.color égale rouge. Je crée un deuxième objet que je nomme autre voiture. Je lui change la couleur et la marque également. Et j'exécute 2 méthodes sur ces 2 objets-là. Je fais autre voiture.startEngine et ma voiture.brand. Si j'exécutais ce programme-là, j'aurai en résultat engine started suite à autre voiture.startEngine et j'aurai Peugeot suite à ma voiture.brand. Et ces objets-là, on a souvent besoin de les sauvegarder. Dans ce cas-là, on utilise une base de données relationnelle qui peut être illustrée sous forme de tableaux de différentes colonnes. On parle dans ce cas-là de table. Et une table contient tout d'abord l'ensemble des propriétés des objets. Si on prend l'exemple des voitures qu'on avait créées, on aurait des colonnes avec les différents attributs, à savoir brand et color, mais également d'autres colonnes, comme l'ID par exemple, qui est un identifiant unique, c'est-à-dire chaque entrée sauvegardée dans la base de données aura un identifiant unique qui la distingue des autres. Et souvent, on a aussi la date de la sauvegarde de cet objet-là, ou de cette entrée-là dans la base de données, qui est représentée par created@. Si on devait penser notre application en objet, on aurait des objets de type ressources,
qui auront des attributs comme URL, titre, commentaire. On pourrait imaginer des méthodes comme prévisualiser l'URL, ordonner la ressource, etc. On aurait également des parcours qui seraient l'objet englobant d'un ensemble de ressources. Donc on pourrait imaginer un titre, une description, éventuellement une image comme attribut pour les parcours. Et évidemment des utilisateurs qui créeraient des ressources et des parcours. Donc là, nous allons créer ce mécanisme-là. Pour cela, nous allons utiliser un mécanisme qui s'appelle le scaffold. Le scaffold, c'est quoi? C'est une commande Rails qui permet de créer tout le code nécessaire pour manipuler un objet, à savoir à la fois le modèle, le contrôleur et les vues nécessaires pour créer un objet, le modifier et le supprimer. Donc là, nous allons taper la commande nécessaire pour faire le scaffold pour créer les ressources d'apprentissage. Alors la commande est la suivante, c'est Rails generate scaffold suivi du nom de l'objet qu'on veut créer, par exemple ressource, suivi des propriétés de cet objet-là. Dans notre cas, les ressources auront par exemple une URL qui sera de type texte, un titre qui sera de type string, qui est une chaîne de caractères, et un commentaire que je nommerai comment, qui sera un texte également. Bon, la différence entre string, qui est une chaîne de caractères, et texte, c'est juste dans la taille qu'elle va occuper dans la mémoire. Les URL et les commentaires peuvent être assez conséquents par rapport à un titre, d'où cette petite différence dans le type de données qu'on va sauvegarder. Là, on a la liste des fichiers qui ont été créés ou modifiés. On voit par exemple ce fichier-là, dbmigrate, qui est un fichier de migration de base de données, qui va effectuer des modifications dans la base de données, à savoir créer la table correspondante pour stocker les données des ressources. Là, on voit d'autres fichiers, contrôleur, test. On voit également une modification sur le fichier root. On va explorer un peu tout ça dans Sublime Text. Bon, commençons par les vues, puisqu'on y est. Là, on voit un nouveau dossier qui est ressources. Et à l'intérieur, il y a plusieurs vues qui correspondent à toutes les vues nécessaires pour créer une ressource, la modifier, la supprimer et lister l'ensemble des ressources disponibles dans l'application. Si on regarde dans modèle, on a un nouveau fichier resource. Si on regarde à l'intérieur, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais en même temps, il hérite, on voit ici d'Active Record, qui lui offre toutes les fonctionnalités de base nécessaires pour sa manipulation. On voit également un contrôleur qui contient un ensemble d'actions, notamment index, qui liste l'ensemble des ressources, comme on peut voir ici à partir de ressources.all, show pour voir les détails d'une ressource, new pour en créer, edit, etc. Nous avons également une modification dans le fichier root. On voit une nouvelle ligne qui est ressources de pause. Bon là il y a une petite confusion. Peut-être j'aurais pas dû nommer mon modèle ressources. En fait, Rails considère également les modèles qu'on crée comme ressources et les nomme ressources. Et dans le fichier root, ressources c'est juste une manière simple qui sera traduite par l'ensemble des URL nécessaires à la manipulation de l'objet en question, qui est ici ressources. Si on regarde un peu plus bas, par exemple, on a un exemple ressource product, qui sera traduit en fait par toutes les URL nécessaires pour la manipulation de l'objet products. Donc cette ligne-là va nous générer toutes les URL pour la création, modification, suppression des ressources. Et nous avons également un nouveau fichier qui a été créé dans dbmigrate, qui est un fichier de migration de base de données, qui va réaliser les modifications nécessaires pour sauvegarder nos données dans la base de données. Donc si on l'ouvre, si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on voit Create Table, Resource, pour la création de la table. On voit également les trois champs que j'avais déclarés, URL, Title et Comment. Et un champ supplémentaire, Timestamps, qui fait référence à la date de création, de modification d'une donnée dans la base de données. Pour l'instant, ces modifications-là ne sont pas encore exécutées.
Pour les appliquer à la base, il faut qu'on exécute une commande qui est rec dbmigrate, qui automatiquement détecte les nouveaux fichiers de migration et les exécute un après l'autre. Cette opération-là, elle nécessite tout le temps un redémarrage du serveur. Du coup, je vais arrêter le serveur et le redémarrer. Si on tape recroute, on va voir toutes les nouvelles URL qui ont été créées. Donc là, nous avons nos deux premières pages et les URL liées aux ressources. On voit ici new, resource, edit, etc. Ben, nous allons les tester tout de suite. Donc si je fais /resource, je tombe sur la page qui liste l'ensemble des ressources. Donc là, pour l'instant, j'en ai aucune. Cette page-là, elle correspond dans le code à la vue index.html. Bon, je vais faire une petite modification. Je vais changer le titre en Learning Resource, par exemple. Donc si je recharge la page, c'est bon. Je fais New Resource. Là, j'ai le formulaire pour créer une nouvelle ressource. Là, j'ai les trois champs que j'avais créés, URL, title, comment. Bon, je crée un petit exemple. Donc là, j'ai la ressource que je viens de créer. Bon, la mise en page n'est pas terrible. On va améliorer tout ça avec Bootstrap. Si je vais dans CSS, dans Table, j'ai quelques classes pour la mise en page des tableaux. Ben, je vais les utiliser. Donc si je recharge la page, là c'est un peu mieux, donc là c'est plus clair. Je vais changer également le lien que j'ai ici en bouton. Pour cela, je vais utiliser la classe btn. Et btn primary. Et j'aimerais également le mettre au-dessus du tableau. Si je recharge la page. Voilà, c'est mieux comme ça. Là, je crée une nouvelle ressource. Je vais modifier également les liens que j'ai ici en bouton. Ça pourrait être pas mal. Bootstrap nous offre un jeu de couleurs d'office qui passe via les noms de classe avec info, default, warning, error et primary. Donc pour l'instant, je vais utiliser que les classes de base de mon thème qui sont plutôt pas mal. Bon, les boutons sont un peu gros. Bon, les boutons sont un peu gros. Et je crois que je vais inverser les couleurs entre le bouton Edit et Destroy également. On peut modifier la taille des boutons avec des classes, comme on peut voir ici. Moi, j'aimerais les rendre un peu plus petits, donc je vais utiliser la classe btn-xs.
Là, c'est mieux, super. Concernant le titre que j'ai ici, je vais faire en sorte qu'il devienne un lien et qu'il pointe vers le site en question. À savoir, dans notre cas, on a mis Google et Startup Decode. Moi, je vais transformer ça en lien via la méthode link-to. Quand je clique sur mon lien, j'ai une petite erreur. En fait, il ne redirige pas vers l'URL, mais il rajoute ça au domaine actuel. Du coup, je vais rajouter dans l'URL le HTTP pour corriger ça. Donc là, c'est mieux. Mais bon, j'aimerais également aussi ouvrir mes liens dans une nouvelle fenêtre. J'ai pas envie de cliquer sur Back du navigateur à chaque fois. J'aimerais garder les deux. Pour cela, je vais utiliser un attribut qui est Target dans les liens. Donc ici, je fais Target. Je le mets à blanc. C'est ce qui permet d'ouvrir les liens dans une nouvelle fenêtre. Voilà, super. Bon, je vais sauvegarder toutes ces modifications-là via Git. Donc, je fais Git status, je vois les fichiers qui ont été modifiés. Git add. Git commit. Et voilà, super.